Voici la correction d'un des deux tests de seconde qui portait sur le premier chapitre et le début du deuxième. Le premier exercice consistait à utiliser les propriétés vues en classe en géométrie analytique, c'est-à-dire connaissant les coordonnées des points dans un repère orthonormé. On pouvait constater sur la figure précédente que le quadrilatère EFGH était un rectangle. Pour ce faire, pour le démontrer, il y avait plusieurs méthodes. La méthode la plus utilisée, c'était de démontrer que le quadrilatère était un parallélogramme en utilisant les propriétés du parallélogramme qui dit qu'un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Et en deuxième étape, un parallélogramme qui a ses diagonales égales est un rectangle. Donc ici, on pouvait utiliser le calcul de longueur puisque le repère était orthonormé. Donc vous voyez ici, dans un premier temps, les calculs des coordonnées des deux milieux des diagonales. On constate que les coordonnées sont les mêmes. Et dans un deuxième temps, le calcul des longueurs des deux diagonales, qui est égal à racine carrée de 130 dans ce cas. Et donc on peut conclure sur le fait que c'est un rectangle. Pour traiter cette question, il y avait d'autres façons. En voici une autre, traitée par un élève pendant le test. Alors, il a calculé les trois côtés d'un triangle, le triangle FGE. Dans ce triangle, il a réussi à prouver avec la réciproque du théorème de Pythagore que le triangle était rectangle en F. En calculant les quatre longueurs des côtés du quadrilatère, il a réussi à démontrer que les côtés opposés du quadrilatère étaient égaux. Il a donc un parallélogramme. Et comme il avait prouvé avant qu'il avait un angle droit, un parallélogramme qui a un angle droit, c'est bien un rectangle. Donc cette méthode est intéressante parce qu'elle est originale. Elle n'est pas particulièrement rapide parce qu'elle nécessite plus de calcul de longueur que la méthode qui était évoquée précédemment. Mais elle fonctionne très bien. Pour la quatrième question, pour démontrer si G appartient ou n'appartient pas au cercle décrit dans l'énoncé, il suffisait de calculer la longueur des deux rayons. Le rayon du cercle et le rayon du segment KG. Si c'était des longueurs égales, le point G appartenait au cercle de centre K passant par F, et sinon, il n'appartenait pas. Et malheureusement ici, bien que les longueurs sont proches, elles ne sont pas égales. Donc l'exercice 2 était un exercice très semblable à l'exercice 1. On va le voir dans le corrigé. La seule différence, c'est que ici, on n'avait pas les coordonnées des différents points pour pouvoir faire les calculs. Il fallait d'abord trouver les coordonnées des points. Alors, le plus simple, c'était de reproduire en fait le quadrillage associé au repère qui était proposé ici. On ne voit pas bien le point A, il est caché, mais A est l'origine du repère. Donc il a pour coordonnées 0, 0. Le point B est sur l'axe des abscisses. Et c'est le point qui a donc pour coordonnées 1, 0. Le point D, c'est 0, 1 parce que c'est le point qui détermine l'unité sur l'axe des ordonnées. Une fois que le quadrillage est fait, il est facile de se rendre compte que C a pour coordonnées 1, 1. Et comme AB est égal à 1 tiers de AE, AE c'est égal à 3 fois AB. Et donc en reproduisant avec le compas la longueur de AB, on pouvait vérifier que E avait pour abscisse 3 sur l'axe des abscisses, donc E avait pour coordonnées 3, 0. Une fois que la lecture avait été faite des coordonnées des 5 points, il suffisait de réutiliser la méthode classique pour calculer les coordonnées d'un point. Ici, puisque D' était le symétrique de D par rapport à B, on pouvait en déduire que B était le milieu de DD'. Et donc on utilisait la relation classique des milieux. On résolvait les deux petites équations et on obtenait le résultat qui pouvait être lu sur la figure précédente quand on prenait le temps, comme ça a été fait dans l'exemple, de faire le quadrillage. Donc D' a pour coordonnées 2, moins 1. La quatrième question était on ne peut plus classique. Un détail quand même, comme le repère n'était pas orthonormé,
on ne pouvait pas utiliser d'autres propriétés du parallélogramme qui nécessitaient des longueurs. Donc il fallait forcément passer par les diagonales du quadrilatère avaient le même milieu. Et ici vous voyez les calculs associés. L'exercice 4 était un exercice de lecture d'algorithme. La première question, on voulait savoir ce qu'affichait le programme quand on saisissait 2. Ici vous pouvez voir les étapes successives. Quand on rentre A égale 2, ben B vaut A plus 2, donc B vaut 4. Donc ce qui fait qu'à la ligne d'après, le B reçoit comme valeur 4. Et donc 2 fois 4, ça fait 8. Ce qui fait que le B maintenant contient 8. Ce qui fait qu'à la dernière ligne de calcul, B reçoit la valeur de 8 plus 8 plus 1. Ce qui fait que 8 fois 9, ça fait 72. On procède exactement pareil, simplement en remplaçant non pas A par la valeur 2, mais tout simplement par A. Et donc, comme B reçoit la valeur A plus 2, à la ligne d'après, B reçoit la valeur 2 fois A plus 2. On pouvait tout de suite simplifier ce calcul-là, mais ce n'était pas obligatoire, mais on pouvait, ce qui faisait que B avait à la deuxième ligne de calcul la valeur 2A plus 4. Ce qui fait qu'à la dernière ligne de calcul, lorsqu'on substitue B par 2A plus 4, B est égal à 2A plus 4 fois 2A plus 4 plus 1. Il ne restait plus qu'à développer, puisque c'était demandé de développer et de réduire l'expression. Ici, vous pouvez voir les différentes étapes qui ont été décrites tout à l'heure oralement. Et vous voyez en particulier la partie développée du calcul pour constater que l'on obtient f de x égale 4x au carré plus 18x plus 20. Le quatrième exercice était un exercice sur les inégalités et les intervalles. Il fallait donc transformer les inégalités pour obtenir des intervalles. La première question était quasiment immédiate puisqu'il suffisait d'additionner plus 4 à chaque membre de l'inégalité pour obtenir x supérieur ou égal à 6 et donc d'en déduire l'intervalle x appartient à 6 plus l'infini, 6 crochet fermé puisque c'était supérieur ou égal à 6. Pour la deuxième question, on pouvait procéder de deux façons. Soit, comme c'est montré ici, en travaillant directement sur l'encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut isoler x. On veut donc supprimer 3 en additionnant par moins 3 de chaque côté. Donc, ce qui fait qu'on obtient moins 2 est compris entre moins 3 et moins 2. Ensuite, pour éliminer le moins 2, il faut multiplier de chaque côté par moins 1,5. Puisqu'on multiplie de chaque côté par un nombre négatif, le sens des inégalités change. Ce qui fait qu'on obtient le dernier encadrement. Et donc x est compris entre 3,5 et 1. Donc x appartient à l'intervalle 1, 3,5. Faire attention à l'ordre des bornes, puisque 1 est une borne inférieure à 3,5. C'est fermé en 1 puisque c'est supérieur ou égal à 1. Et c'est ouvert en 3,5 puisque c'est strictement inférieur à 3,5. La deuxième méthode consistait à travailler sur deux inégalités plus simples. Donc, en transformant la première, on obtenait que x était inférieur à 3,5. Ici, on a successivement additionné par plus 2x de chaque côté. Et ensuite, on a multiplié par plus 1,5 des deux côtés. Donc, l'ordre ne changeait pas. Pour celle de droite, on a d'abord additionné par 2x de chaque côté, et ensuite on a multiplié par 1,5 de chaque côté. Ce qui fait que l'ordre non plus ne changeait pas. Ce qui fait que on avait à synthétiser deux inégalités. X devait être à la fois inférieur à 3,5 et supérieur à 1. Ce qui fait que en fait, x est compris entre 1 et 3,5. 1 compris, 3,5 exclu.